Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même temps qu'on reparle du Japon sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très drôle, mais qui vous arrivera probablement si vous venez au Japon en PVT, le moment du départ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Avec cette vidéo, je reprends quelque part les vidéos sur le Japon et surtout les vidéos pratiques qui peuvent vous aider, puisque je me suis rendu compte que ces vidéos que j'ai faites, que ce soit les vidéos sur l'arrivée, sur comment ouvrir un compte en banque, etc., sont des vidéos qui aident beaucoup d'entre vous. J'ai toujours pas mal de retours là-dessus de la part de personnes qui du coup arrivent tout juste au Japon et sont contentes de trouver ces informations. Du coup, on va continuer. Et il y a un sujet dont je voulais absolument parler, c'est le moment du départ, puisque on trouve sur internet des tonnes de vidéos de gens qui vous racontent comment ça se passe pour l'arrivée, etc. Moi la première, mais on ne trouve pas forcément de vidéos qui parlent du moment où on doit quitter le pays. Alors il y a plein de raisons à ça, hein. L'une d'entre elles est tout simplement que souvent quitter le pays, c'est pas forcément un moment très drôle, c'est pas forcément un moment très agréable, en tout cas pour moi ça ne l'a pas été. Et quand on rentre en France, il y a un truc qui est assez commun avec toutes les personnes qui ont fait un PVT, que ça soit au Japon ou ailleurs, il y a cette espèce de coup de barre, il y a cette espèce de moment où tu dois te réajuster à la vie française. Du coup t'as pas forcément envie de revenir parler du départ du Japon, de remettre le couteau dans la plaie tout de suite, etc. Et globalement je pense que c'est mon cas, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai quasiment pas sorti de vidéo sur le Japon pendant ces 2 derniers mois, parce que je pense qu'il me fallait le temps de digérer le fait que je ne suis plus au Japon, mais j'ai envie de les refaire, j'ai encore des shoots, il faut que je vous parle de Fukushima, il faut que je vous parle de Persona 5, j'ai plein de rushs que j'ai pas monté parce que j'étais pas prête à faire face à ma nostalgie. Mais maintenant c'est bon. Je vais parler majoritairement de ce qui se passe quand vous quittez le pays après un PVT, mais dans le cas d'un visa étudiant ou d'un visa de travail, les choses sont quand même similaires, donc cela devrait pouvoir vous servir. Du coup, évidemment, je vais pas vous dire que la première chose à faire quand tu as prévu de quitter le pays, c'est un peu d'aller acheter un billet d'avion, hein. Je vais pas t'apprendre à aller acheter un billet d'avion. Donc moi, dans tous les cas, j'avais pris un billet d'avion avec un retour échangeable, donc j'avais échangé la date de mon retour assez tôt, je savais aux alentours du mois de février à quelle date je rentrais en France, j'avais choisi la date. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous preniez bien votre vol tant que votre visa est encore valide. N'espérez même pas vous pointer avec un visa expiré à l'immigration. On vous laisserait probablement partir après, sans doute, beaucoup de temps perdu à la douane à expliquer pourquoi est-ce que vous êtes sur le territoire japonais alors que vous n'avez plus le droit, etc. Mais dans tous les cas, vous risquez tout simplement de vous prendre une interdiction de retour au pays qui peut durer une bonne dizaine d'années, donc vous ne le souhaitez pas. Ensuite, eh bien, il est temps de donner votre congé à votre share house ou à votre appartement. Donc ça, évidemment, chaque société va avoir ses propres règles. Dans mon cas, il avait un préavis d'1 mois. Donc... Et si vous ne l'avez pas fait en amont, profitez-en pour vous renseigner de comment est-ce que l'on va vous rendre votre caution. Car oui, généralement, vous avez probablement laissé une caution pour avoir votre chambre ou votre appartement. Cette caution peut être plus ou moins grande et généralement, elle vous est restituée à votre départ. Mais parfois, il y a 2-3 mois de délai, donc dans le cas où vous êtes parti du Japon, vous n'aurez plus de compte bancaire au Japon, donc il faut absolument que vous voyiez avec votre agence si elle peut vous l'envoyer par PayPal ou sur du TransferWise ou etc. Et d'ailleurs on reparlera de TransferWise après. D'ailleurs, petit aparté au sujet des cautions, en France, à chaque fois que j'ai pris un appartement avec une agence immobilière, je n'ai jamais récupéré ma caution. Ce n'est pas que je laisse mon appartement dans un état dégueulasse, les agences immobilières trouvent toujours le petit truc et vont te le surfacturer. J'ai l'impression qu'en France, les agences immobilières sont un petit peu des championne pour trouver une bonne raison de te garder des thunes sur ta caution. Alors là, je sais, il va y avoir des agents immobiliers dans mes commentaires qui vont dire non mais not all agents immobiliers. Oui, ok, d'accord. C'est pas comme ça au Japon. À chaque fois que j'ai rendu mon appartement ou ma chambre au Japon, que ça soit à Osaka, que ça soit à Ikebukuro ou là quand je suis partie de Nakano, j'ai reçu ma caution. Sur cette caution, il y a des frais qui étaient prélevés, qui étaient indiqués dès le début, c'est-à-dire par exemple à Ikebukuro, je savais que ma caution, je la récupérerais déduite de 10 000 yens qui correspondent à des frais de ménage, donc 80 balles. Au moins les règles sont claires et nettes. Par contre, sachez un truc, c'est que quand vous quittez un appartement au Japon, il n'y a pas genre l'état des lieux de sortie comme en France, ce qui veut donc dire que s'il y a un litige, je pense que c'est ultra difficile de faire entendre sa voix. Après tout, le Japon c'est une société qui marche quand même pas mal sur la confiance, c'est un truc qui m'a choqué la première fois que j'ai rendu ma chambre à Ikebukuro. Donc à Osaka non, parce qu'en fait ils me rendaient la caution le jour même, mais à Ikebukuro il y avait un délai de 3 mois entre le moment où je quitte l'appart et le moment où je reçois ma caution. Et il se trouve qu'on n'a pas fait d'état des lieux de sortie, c'est quelque chose qui apparemment ne se fait pas, et donc je me suis dit bah écoute Séraph, ta caution elle est là où je pense, parce que tu n'auras aucun moyen de discuter ce qu'on enlèvera de ta caution. Et
figurez-vous qu'il rien n'a été enlevé, c'était très clean. Et c'est exactement pareil pour mon appart à Nakano, sachant que là la caution était quand même vachement plus importante vu qu'il est quand même de 80 000 yens, soit 600 balles. Ils auraient pu m'arnaquer s'ils voulaient, mais non. La société japonaise. C'était le petit aparté, préparez-vous potentiellement à juste le jour où vous rendez votre appartement, bah moi c'est ce que j'ai fait à Nakano, vous mettez la clé dans la boîte aux lettres et vous partez. Ensuite, maintenant que vous avez donné votre notice de départ à votre appartement ou à votre chambre, que vous avez votre billet de retour et donc votre date, il va être temps de vous occuper de vous débarrasser ou d'envoyer vos affaires. Car effectivement, vous avez probablement le droit à 2 valises, sauf que vous emmènerez pas tout dans 2 valises. Surtout si vous avez vécu genre 1 an au Japon, croyez-moi, vous mettrez pas tout en 2 valises. Donc si vous avez des colis à envoyer, j'ai fait une vidéo spéciale sur la poste japonaise que je vous mettrai soit là, soit tout simplement là en barre d'infos, je vous y explique tout. Mais il y a des choses que vous n'avez pas forcément envie de renvoyer en France. Par exemple, dans mon cas, j'ai dû acheter mon propre futon. Et je l'adorais, il était trop bien, mais je ne voyais vraiment pas le renvoyer en France, c'était pas intéressant d'un point de vue financier. Du coup, il va falloir vous débarrasser de tout ça. Et là, vous vous dites, bah c'est simple, enfin je le mets dans la rue et puis j'attends. Alors ça se passe pas vraiment comme ça au Japon. Au Japon, pour vous débarrasser de choses encombrantes, c'est-à-dire des choses autres que des déchets ménagers, des déchets normaux, etc., vous devez payer. Et oui, l'enlèvement des monstres ou ce genre de choses, c'est pas gratuit au Japon. Donc vous devez aller payer. Vous pouvez acheter des sortes de stickers à mettre sur votre truc, vous achetez ces stickers en combini par exemple et ils seront ramassés. S'il n'y a pas ce sticker, votre objet ne sera pas ramassé. Et en plus, si vous vous faites gauler, et vous avez une amende parce que vous pouvez pas jeter des trucs comme ça dans la rue, même s'il y en a pas mal qui le font. Je ne dirai rien à ce sujet, le Japon n'est pas aussi parfait que vous pouvez l'imaginer, mais on a déjà eu ce type de discussion. Pour cela, il y a les magasins d'occasion dans certains cas qui peuvent reprendre un certain nombre de trucs. Donc je vous ai déjà parlé des hobby off house, il y aura la vidéo là. Globalement, mon scanner, ma ring light et tout, j'aurais pu sans doute les donner à off house. Ils m'auraient même donné un peu de thunes en échange et ils me les auraient sans doute repris. Le problème c'est que c'est du taf, faut se les trimballer. Le off house il était quand même à 5 stations de chez moi plus 15 minutes de marche, sachant que mon scanner imprimante faisait 10 kg, j'avais pas trop envie. Et du coup pour ça il y a un truc qui est ultra pratique, ce sont les groupes de Sayonara Sales qui sont sur Facebook. Ça a été l'une des seules raisons pour laquelle j'ai été sur Facebook pendant cette année au Japon. Les Sayonara Sales, c'est des groupes où les gens qui partent du Japon donnent à des prix dérisoires ou vendent très peu cher des objets dont ils souhaitent se débarrasser pour quitter le pays, d'où le Sayonara Sales. Et je vous conseille donc de vous y inscrire et de poster des photos de tout ce que vous donnez, de tout ce que vous vendez ou ce genre de choses. Dans mon cas, j'ai eu quelques mauvaises expériences dans le sens où il y a un mec, je pense qu'il voulait m'acheter mon scanner et mon imprimante, mais ce qui l'intéressait c'était pas le scanner et l'imprimante en fait. Voilà, donc on repère vite les relous, hein. Je pense que c'est comme le marketplace en France sur Facebook, même si globalement j'ai eu qu'un seul relou sur toutes les annonces que j'ai faites. Et il n'était pas japonais d'ailleurs, hein. C'est à signaler. Ça c'est une des parties les plus chiantes, surtout si vous partez au même moment que tout le monde part, genre aux alentours du mois de juin, ça va être assez galère, ça va vous prendre du temps, prenez-y-vous à l'avance. Je pense que j'ai commencé à peu près un mois avant mon départ. Ensuite, à peu près, je sais pas, environ 2 semaines avant votre départ, pensez bien à aller vous déclarer en mairie, à déclarer que vous partez. C'est comme si vous déménagiez à un autre endroit du Japon, c'est un Tenshutsu Todoke, c'est-à-dire une moving out notice, sauf que là vous signalez que vous ne rentrerez pas au pays. Ça c'est un truc où vous voyez pas tout de suite les résultats et pourtant c'est ultra important de le faire, tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous allez être considéré comme résident toujours au Japon et donc vous allez devoir payer tout un tas de taxes, hein, votre taxe de résident, etc. Et figurez-vous que si vous oubliez de le faire en partant et que vous vous retrouvez, je sais pas, à revenir au Japon genre 3 ans plus tard, soit pour faire un autre type de visa, soit en touriste et tout, vous risquez de vous retrouver avec un nombre de taxes hallucinantes qui vous pendront au cul. Du coup, n'oubliez surtout pas de vous déclarer en mairie, de déclarer que vous partez. Évidemment, quand vous êtes à la mairie, vous déclarez en même temps votre départ, vous allez déclarer votre départ, ça va genre annuler votre carte My Number et vous rendez votre carte de sécurité sociale si c'était à la mairie que vous aviez la vôtre. Si c'était à votre travail, je sais pas comment ça se passe. Ensuite, un autre truc qu'il va falloir clore, c'est votre compte en banque, car vous avez probablement un compte en banque au Japon. Alors, il n'y a pas d'obligation légale de clore son compte en banque. Cependant, la plupart des banques ont écrit dans leurs conditions générales que si vous n'habitez plus au Japon, vous n'avez pas le droit d'avoir un compte, donc vous êtes censé le clore.
ça. Cependant, évidemment, il va falloir attendre genre le tout dernier moment et essayer d'être suffisamment organisé pour que vous puissiez recevoir vos derniers salaires, payer vos dernières factures, etc. Et en même temps, avoir le temps de clôturer, sachant que vous devez aller en physique à votre banque pour clôturer votre compte. À vous de voir comment est-ce que vous vous débrouillez en termes de timing. Parlez-en à votre patron peut-être pour que vous ayez votre salaire plus tôt, puisque je vous rappelle qu'au Japon il est très fréquent que si par exemple vous travaillez en février, vous soyez payé fin mars. Donc arrangez-vous avec votre patron, voir s'il peut vous payer plus tôt ou vous payer autrement sur un autre type de compte, etc. parce que sinon vous allez avoir des soucis, c'est une logistique à prendre en compte. Lorsque vous allez aller fermer votre compte en banque au Japon, ils vont vous redonner en cash tout simplement l'argent qu'il y avait sur votre compte. C'est potentiellement intéressant, mais peut-être que dans certains cas, surtout si vous rentrez en France, il est plus intéressant pour vous d'avoir cet argent plutôt viré directement sur votre compte en banque français afin de pouvoir l'utiliser dès que vous arrivez pour par exemple, je sais pas, payer une caution, prendre un abonnement internet, prendre un abonnement à l'électricité, etc. Personnellement, c'est ce dont j'avais besoin, mon tout dernier salaire, donc je l'ai reçu le 1er juin et je m'en fichais de recevoir mon argent en yens. Par contre, j'avais besoin de cet argent en euros sur mon compte pour prendre internet, prendre l'électricité, etc. Du coup, suivant la banque à laquelle vous êtes, il y a des options pour faire des virements overseas, donc des virements internationaux. Donc Shinsei Bank propose la Goremit, quelque chose comme ça. J'ai essayé de m'y mettre, ça n'a pas marché, c'est complètement incompréhensible. Enfin, le système informatique des banques japonaises, de toute façon, vous savez ce que j'en pense. Du coup, je suis passée par TransferWise. TransferWise, c'est assez simple, hein, c'est un moyen de transférer de l'argent un petit peu comme Western Union ou comme PayPal, sauf que TransferWise ça marche plutôt bien au Japon. Le processus d'inscription prend à peu près 1 à 2 semaines et nécessite que vous ayez encore une adresse physique, donc prenez-vous-y en avance si vous savez que vous allez devoir utiliser TransferWise. Ensuite, TransferWise vous donne tout simplement un numéro de compte japonais. Donc c'est comme si vous faisiez un transfert local. Vous transférez votre argent de votre banque japonaise à ce compte japonais de TransferWise et TransferWise vous l'envoie ensuite vers votre compte français. Donc c'est quelque chose de très pratique, je vous mettrai le lien avec mon lien de parrainage aussi si ça vous intéresse. L'autre chose à ne pas oublier d'annuler, c'est votre abonnement téléphonique. Alors vous allez me dire bah ouais mais enfin si mon abonnement téléphonique de toute manière il était sur mon compte bancaire japonais et que je clôt mon compte bancaire, de toute façon ils vont plus me prélever dessous et ça va s'annuler. Oui ok, mais c'est pas une bonne manière de faire les choses. Prévenez votre opérateur téléphonique parce que sinon vous allez vous retrouver avec tout un tas de factures impayées, etc. Je sais que là où j'habitais, la personne qui habitait avant moi n'avait pas annulé son abonnement téléphonique et il y a eu pas mal de lettres recommandées et tout qui lui ont été adressées et tout, même si elle est sortie du territoire. Et si ensuite ça part au tribunal et tout, sachez que le jour où vous revenez au Japon, ça vous tombera dessus, donc faites le propre. Si vous avez pris le même forfait que ce que je vous ai conseillé, le Bic OCN, celui de chez Bic Camera, sachez qu'il y a un numéro de call center qui parle anglais, ça se passe très très bien, ça m'a pris 5 minutes à tout péter pour le résilier. Sachez par contre que si vous appelez par exemple genre le 10 juin, ça ne sera annulé que le 30 juin. Donc vous pouvez le faire un petit peu en amont. Évidemment ce que je dis est vrai là à l'instant T, n'oubliez pas de vérifier au moment où vous regarderez cette vidéo, comment est-ce que, quelles sont les conditions pour l'annulation tout simplement. Et voilà, vous avez donné votre notice à votre appartement, vous avez dit à la mairie que vous partez, vous avez dit à votre banque que vous partez, vous avez clôturé vos comptes, vous avez arrêté votre abonnement téléphonique, vous avez, si c'était votre cas, payé vos dernières factures de gaz et d'électricité. Moi c'est du coup mon agence immobilière qui s'est occupée de les payer pour moi et ça a été retenu de ma caution. Vous êtes arrangé pour que l'argent que vous deviez recevoir, que ça soit votre salaire ou votre caution, vous arrive d'une manière ou d'une autre via PayPal, dans le cas de mon agence immobilière, via TransferWise ou quoi que ce soit. Il vous reste plus que à nettoyer votre appartement, à pleurer un beau coup et à prendre l'avion. Sachez que lorsque vous partirez, lorsque vous passerez les frontières à l'aéroport, on vous demandera si vous comptez rentrer au pays ou pas. Vous direz non et on vous fera un trou dans votre carte de résident et on vous la redonnera, ce qui vous donnera un souvenir du temps que vous avez passé au Japon. Et voilà, vous êtes prêts à rentrer en France. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé de faire la vidéo que j'aurais aimé avoir et qui récapitule tout ce que j'aurais pu oublier au moment où moi je suis partie du Japon. C'est pas forcément facile de partir du Japon et on est pas mal à avoir un petit sentiment un petit peu amer quand on revient, à avoir une sorte de mélancolie, etc. Sachez que c'est tout à fait normal, n'oubliez pas de vous entourer lors de votre retour après 1 an, voire plus passé à l'étranger. Ça fait toujours un choc quand on retrouve la vie en France.
on se sent un peu décalé, donc n'oubliez pas d'en parler, de vous entourer, etc. Si vous avez des questions sur ce thème ou si vous avez des thèmes sur la vie pratique au Japon que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus. Si vous avez tenu jusque là, n'oubliez pas de passer sur mon YouTube, vous regardez une ou deux pubs, ça me rapporte quelques centimes, même si là maintenant les tarifs ont genre baissé. Avant ça me rapportait 5 centimes, maintenant ça m'en rapporte 1. Mais bon, 1 centime c'est 1 centime, hein, que voulez-vous. Mais surtout n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut et un petit commentaire qui aideront au référencement de cette vidéo. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!